Vous vous présentez, Sylvain, comme un spécialiste de l'intuition et lorsque je vous ai demandé de me raconter votre point de bascule, un point de bascule qui a été important et déterminant dans votre vie, vous avez choisi de me parler d'une rupture amoureuse. Alors, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en fait, je pense que vous n'avez pas vu venir cette rupture-là, alors que vous étiez avec cette personne-là depuis, je crois, plus de 20 ans. Effectivement, en fait, j'ai choisi ce sujet-là parce que en fait, c'était me mettre dans un bain de risque en quelque sorte, hein, puisque un thérapeute ne va pas exhiber, en fait, généralement, ses moins bons coups, en fait. Mais j'ai choisi cet événement-là parce que, d'une part, c'est un événement qui peut effectivement questionner comment ça se fait qu'un intuitif n'a pas vu venir une situation comme celle-là. Lorsque mon ex-compagne me l'a annoncé, je n'avais pas nécessairement vu venir l'événement. Et quand est venue cette annonce-là, je me suis un peu questionné. Dans un premier temps, j'étais un peu fâché, en fait, contre l'intuition. J'étais un peu comme en rébellion, parce que j'avais le sentiment qu'on m'avait laissé tomber. Et puis, avec le temps, j'ai constaté, effectivement, bon, je suis retombé sur des lectures intuitives que j'avais déjà faites à mon ex-compagne dans un temps assez court, quand même, depuis avant que l'annonce soit faite. Et j'ai constaté que finalement, dans la lecture intuitive que je lui avais faite, il y avait déjà les grandes bases de ce qui s'annonçait, mais que je n'avais pas entendu. Alors, c'était un peu pour moi une réflexion sur le rôle du thérapeute intuitif, hein, puisqu'un thérapeute intuitif a tendance, évidemment, c'est normal, à se mettre en relation avec les autres. Et lorsqu'il se met dans cette position-là d'écoute envers un partenaire, il a tendance donc à se désinvestir lui-même, émotionnellement parlant, puisqu'il va chercher donc à être neutre dans l'écoute qu'il a avec son partenaire. Alors, je l'avais particulièrement bien réussi lors de cette consultation-là. J'avais bien réussi à être dans la neutralité, à un point tel que je n'avais pas entendu ce qui était communiqué à mon ex-compagne à ce moment-là et qui annonçait en fin de compte ce qui allait se passer. Alors, ça m'a ramené évidemment à la dimension humaine, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, j'étais pas là, j'étais tout simplement pas là. Des commentaires qui ont pu m'être dits d'ailleurs pour expliquer en fait la séparation étaient entre autres un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on m'expliquait que il y avait une forme d'inaccessibilité, alors que c'était finalement ma démarche intuitive, hein, qui faisait que j'avais sans doute une façon d'aborder les relations d'une façon générale, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, avec une certaine capacité de distance, qui était sans doute peut-être mal comprise, et qui m'a amené donc à me dire bon, que toute cette démarche intuitive, finalement, est une grande qualité que j'avais, donc une grande capacité d'écoute envers mon entourage, envers les gens, mais en même temps, il y avait une faille qui en était résultée, qui était sans doute une difficulté à être à l'écoute de mes besoins, tout simplement. Comme si j'avais oublié quelque part de me connecter avec la dimension terrestre, avec les besoins qui sont associés à l'être humain que j'étais, comme si on m'avait habitué simplement à être attentif à ce qui se passait tout autour de moi. Alors, j'ai fait donc une analyse un peu, une réévaluation de mon histoire de vie pour constater que justement, depuis que j'étais enfant, on m'avait toujours demandé de m'occuper de quelqu'un. Et que finalement, cette capacité que j'avais développée d'être à l'écoute des autres avait donc développé une grande qualité intuitive qui faisait de moi aujourd'hui quelqu'un qui avait une certaine expertise dans ce domaine-là, mais en même temps, toute la dimension humaine, j'avais peut-être un peu négligé ma dimension humaine. Alors pour moi, cette expérience-là a certainement ouvert la porte à reconnaître qu'en dedans de moi, il y avait un être de chair et d'os que j'avais sans doute négligé à travers le temps et que ça m'a permis de pouvoir renouer contact avec lui. Et Sylvain, comment vous êtes sorti, grandi de cette peine d'amour? Parce qu'on sait que plusieurs personnes vont vivre une peine d'amour et vont même choisir volontairement de ne plus jamais aimer, comme s'il y avait juste une personne sur Terre qui nous était destinée. Euh, Dites-nous un petit peu comment vous avez réussi à sortir justement de ce marasme intérieur qui vous a quand même travaillé pendant un bon bout de temps. J'aime bien le mot marasme. En fait, il y a deux choses dans ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est avec quelqu'un pendant un certain nombre d'années, on arrive à s'investir dans la relation et à y croire, puis à peut-être croire justement que cette relation-là aura donc une continuité, entre guillemets, éternelle. Ça, c'est une première chose. Par contre, il y avait un autre aspect que j'ai constaté avec le recul qui m'a amené donc à comprendre peut-être que ça ne s'était pas produit pour rien tout cela. C'est que j'avais une capacité
de fuir souvent dans les situations où on exigeait de moi un certain nombre de choses. On me demandait souvent donc d'être attentif aux autres. Et parce qu'on me demandait d'être attentif aux autres, j'avais une capacité à fantasmer, c'est-à-dire à aller dans mon monde imaginaire pour créer quelque part une forme de réalité autre. Un peu comme des fantasmes ou des rêvasseries qui pouvaient être autant d'ordre spirituel que d'ordre même affectif, hein, quelque part, qui faisait que justement j'avais développé un univers parallèle, pourrait-on dire. En tant qu'intuitif, c'était relativement facile pour moi, et qui faisait souvent que ça m'évitait donc de connecter avec la douleur ou la souffrance qui était en moi, qui faisait justement donc que je pouvais donc faire face à la relation, à la préserver en quelque sorte, tout en évitant justement d'aller visiter la blessure qui était en moi. La blessure qui consistait justement à constater qu'il y avait en moi des besoins et des désirs que je ne reconnaissais tout simplement pas parce que justement, on m'avait tellement enseigné à être connecté aux autres que j'avais comme pas considéré que j'avais le droit à cela. Alors, c'était un mécanisme de défense que j'ai développé et qui m'a donc finalement fait constater justement que cette relation-là, bon, la séparation, a été une opportunité pour moi de reconnaître le deuil. Le deuil, pour moi, c'est de simplement accepter qu'une relation meurt, donc quelque part que quelque chose se transforme, et que cette transformation-là impliquait que ce n'était pas seulement la mort d'une relation, mais c'était aussi la mort de ce que j'appellerais le fantasme, ou à quelque part de cette rêvasserie-là. C'est-à-dire de faire un deuil qui m'obligeait simplement à renouer contact avec une souffrance qui venait de mon enfance et que je n'avais jamais peut-être vraiment pris le soin d'écouter, d'entendre et d'accueillir en moi. Alors, c'était là, finalement, pour moi, la transformation, parce que ça a été un élément très positif pour moi, puisque ça m'a vraiment permis de renouer contact avec une puissance que j'avais négligée pendant de nombreuses années, puisque j'avais jamais eu le sentiment que j'avais le droit d'être moi-même, entre guillemets, et le fait que cette relation-là puisse éclater, ben, ça m'a confronté effectivement, d'une part, à les limites de la relation que j'avais eue, mais aussi à cette capacité, à cette dynamique que j'avais créée, que j'avais inventée pour fuir la souffrance. Et dans ce sens-là, j'ai donc vécu deux deuils en quelque sorte. Mes deux deuils qui m'ont permis justement de renouer contact avec une force intérieure que j'avais complètement oubliée en fait. Voilà.